Bien, bonjour. Bonjour. Avec un peu de retard, on va parler de recherche de vie extraterrestre. D'accord? Qui parmi vous pense qu'il existe de la vie ailleurs que sur la Terre? C'est bien. Eh bien, on va essayer de convaincre ceux qui n'ont pas levé la main. C'est bien, merci. Donc, l'idée, je m'appelle André Braque, j'étais au collège comme vous, après j'étais au lycée, après j'étais... Je peux prendre le micro. Si le micro marche. Après... Oh, ça... C'est mieux sans micro? Oui. Allez, sans micro. Mais après, j'aurais plus de voix, mais ça fait rien. Donc, j'étais à l'université et pendant toute ma vie, j'étais dans un laboratoire et j'ai essayé de trouver la vie extraterrestre. D'accord? Donc, je vais... Si vous voulez essayer, j'ai baissé le son du micro, ce sera peut-être plus confortable pour vous. D'accord. Donc, là, ça va? Comme ça? Bien, merci. Comme ça me permet de ne pas m'égosiller. Donc, dans un laboratoire, j'ai passé toute ma vie dans un laboratoire et pour essayer de trouver la vie extraterrestre. Donc, je vais vous dire où on en est aujourd'hui dans cette recherche de vie extraterrestre. Donc, pour rechercher la vie extraterrestre, nous recherchons des endroits en dehors de la Terre où il y a de l'eau et où il y a de la chimie du carbone. Alors je sais que vous n'avez pas fait beaucoup de chimie, mais la chimie du carbone, je vous ai apporté des molécules. Donc, vous connaissez le carbone. Hein. Le carbone, c'est le charbon. Le carbone, c'est ce qui est noir. Donc, ça, c'est... Ce qui est noir, c'est un atome de carbone. Et cet atome de carbone, il est associé à d'autres atomes en blanc. Et ça, c'est de l'hydrogène. Donc, c'est l'eau, la molécule d'eau. Ça, c'est une molécule d'eau. Il y a de l'oxygène, H2O. Vous avez fait de la chimie un peu? Non. Oui. Un peu. D'accord. Donc, ceux qui ont fait de la chimie savent que H2O, mais vous savez que l'eau, c'est H2O quand même. Bon. Donc, H2O, c'est de l'oxygène et de l'hydrogène. Et ça, c'est une molécule d'eau, H2O, mais qui est grossie 1 milliard de fois. La vraie molécule, c'est 1 milliard de fois plus petit que ceci. Et donc, nous pensons que si la vie extraterrestre est apparue quelque part, elle est apparue quelque part où il y a à la fois de l'eau et de la chimie du carbone. Alors, les qualités de l'eau, l'eau est un liquide. Vous savez, la pluie, etc., l'eau de la Loire est un liquide parce que l'eau a des propriétés particulières. Ici, vous retrouvez ici la même chose que ce que je vous ai montré là. Et il y a des liaisons, les molécules interagissent, donc elles réagissent entre elles. Et c'est la raison pour laquelle l'eau est un liquide. Est-ce que vous connaissez le gaz carbonique, le CO2? Non. Gaz carbonique, oui. Le gaz carbonique, sa molécule est beaucoup plus grosse. Les chimistes, ils comptent 1 pour l'hydrogène et 16 pour l'oxygène. Donc H2O, 1 oxygène et 2 hydrogènes, ça fait 16 plus 2, ça fait 18. Bravo. Le dioxyde de carbone, le gaz carbonique, c'est CO2. Un carbone 12
et un oxygène et 2 oxygènes. Chaque oxygène coûte 16, donc ça fait 16 et 16, 32, plus 12, 44. On est d'accord. Et comment le CO2, c'est comment? Est-ce que c'est un liquide ou un gaz? C'est un gaz. Alors comment se fait-il que le CO2, qui est beaucoup plus lourd que l'eau, est un gaz alors que l'eau est liquide? Tout simplement parce que dans l'eau, il y a des interactions entre les molécules, elles se touchent, et ça donne à l'eau des propriétés particulières qui permettent d'avoir de l'eau à l'état liquide à la surface de la Terre. Et l'eau est un bien précieux puisque sur Terre, la vie est née dans l'eau. Donc la conclusion, c'est qu'il faut protéger l'eau. D'accord? Donc il ne faut pas polluer l'eau, et ça c'est un message que je vous donne. L'eau est un bien extrêmement précieux, l'eau est le berceau de la vie sur Terre, et l'eau est certainement le berceau d'une vie extraterrestre. Donc protégeons l'eau et ne la polluons pas. Alors, la Terre, il y avait de l'eau à la surface de la Terre, parce que la Terre était habitable, parce qu'elle était ni trop grosse ni trop petite. Vous avez peut-être vu, on ne peut pas éteindre la... Non, ça ne fait rien. Voilà. N'en profitez pas pour dormir, hein. Bien. Donc, si la Terre avait été grosse comme Jupiter et Saturne, c'est grosse. Vous avez fait un peu de... Vous avez vu ça en cours? Jamais? Si. Ah, apparemment, c'est variable dans les réponses. Bien. Dans le système solaire, ici vous avez le Soleil, vous avez Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Si la Terre avait été comme Neptune, comme Jupiter et Saturne, ces planètes sont grosses et sont gazeuses et ne peuvent pas avoir de l'eau à la surface. Donc sans eau, pas de vie possible. Si la Terre avait été trop petite, la Terre, la planète comme Mercure ou la Lune ne peut pas retenir une atmosphère. Donc l'eau aurait disparu de la surface, et puisque pour que l'eau reste à la surface, il faut un couvercle. Et le couvercle sur Terre est maintenu par l'atmosphère terrestre, l'atmosphère que nous respirons. Donc la Terre n'était ni trop grosse ni trop petite, et sa distance par rapport au Soleil est juste bien. Donc la Terre est là, ici, juste bien, puisque si elle avait été trop près du Soleil comme Vénus, trop chaud, l'eau s'évapore. Si la Terre avait été trop loin du Soleil comme Mars, l'eau gèle, et donc vous n'avez plus d'eau à la surface de la Terre, de l'eau liquide, et donc la vie ne peut pas se développer. Le carbone, je vous ai montré cette molécule. Sa propriété, c'est que le carbone, il a 4 bras, et donc on peut construire, comme par exemple la chose la plus simple, c'est le méthane. Donc vous pouvez construire des structures de plus en plus compliquées grâce au fait que l'atome de carbone a 4 bras. D'où vient, quelles sont les sources possibles de carbone et de molécules carbonées? D'une part, l'atmosphère. D'autre part, les sources hydrothermales, ce sont des geysers qui sont au fond des océans. Et la troisième source possible, c'est l'espace, donc de la matière carbonée qui viendrait de l'espace. Alors, pour l'atmosphère, la synthèse, la fabrication de molécules à partir de l'atmosphère a été faite par un jeune Américain qui a mis dans un ballon, ici, une source de carbone, le méthane. Donc il a mis quelque chose qui ressemble à ça. Il a mis de l'eau. Voilà. C'est comme une recette de cuisine, hein. Il a mis du méthane, il a mis de l'eau, des vapeurs d'eau, il a mis de l'ammoniac et il a fait passer des étincelles pour
imiter les éclairs, des orages de l'atmosphère. Et il a obtenu des briques du vivant. Vous connaissez les protéines? Les protéines, c'est comme la viande, etc. Donc les protéines, c'est comme des grands colliers de perles. Et ces grands colliers de perles sont faits à partir de perles de couleurs différentes, que sont les acides aminés. Donc il a obtenu des perles de ces grands colliers de protéines en faisant simplement passer des éclairs dans un ballon. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est les geysers qui sont au fond des océans. Et ces geysers, donc j'ai été sur un bateau au milieu de l'Atlantique pour aller voir s'il y avait près de ces sources hydrothermales, ces geysers, s'il y avait la fabrication donc, de ces fameuses perles pour faire des colliers. En fait, je n'ai pas trouvé... J'étais malade sur le bateau, parce que le bateau fait du surplace pendant 15 jours, et donc, malgré le fait d'être malade, on a fait des prélèvements dans le fumeur et autour du fumeur, mais je n'ai pas trouvé de perles qui pourraient former ces grands colliers de protéines. Donc la troisième source possible, c'est des perles qui pourraient être fabriquées dans l'espace. Enfin, quand je parle de perles, ce sont des éléments qui permettraient de faire des protéines, de la matière carbonée. Donc, lorsque la météorite, vous connaissez les météorites? Oui. Lorsque les météorites sont très grosses, quand elles pèsent plusieurs tonnes, elles arrivent à des vitesses fantastiques, de l'ordre de 100 000 km à l'heure, et donc elles creusent des trous. Et ça, c'est un trou qui a été creusé par une énorme météorite aux États-Unis, dans l'ouest des États-Unis, et il ne reste rien parce que tout est détruit. Mais donc, si avec vos parents, vous allez près de Limoges, vous pouvez vous arrêter à Rochechouart, c'est une petite ville où il est tombé une grosse météorite il y a 200 millions d'années et qui a fait fondre le granit. Ça, c'est donc dans une carrière de granit, toute la partie en haut, c'est du granit qui a été fondu. Et j'y suis allé, et tout à l'heure, vous pourrez regarder, ces roches ressemblent à des roches poreuses. Ça, c'est un petit morceau qui vient de Rochechouart, et cette roche poreuse ressemble à une roche volcanique. Et si vous allez dans ce village, vous verrez que l'église et les maisons du village sont construites avec des roches qui ressemblent à des roches volcaniques. Et on est très très loin du Massif central. Donc les gens ont dit, mais pourquoi est-ce que les gens de Rochechouart ont été chercher si loin les pierres pour construire l'église et leur maison? Alors en fait, ce n'est que très récemment qu'un géologue, donc un chercheur, un scientifique, a dit, mais ce ne sont pas des roches volcaniques, c'est simplement du granit qui a été fondu par l'impact d'une énorme météorite qui pesait plusieurs tonnes. Donc vous pourrez regarder ça tout à l'heure. Donc la tonne, c'est trop gros, ça n'apporte rien. Ça n'apporte pas la matière carbonée qui pourrait démarrer la vie sur Terre ou sur une autre planète. Alors ensuite, lorsqu'on passe de la tonne au kilogramme, ça passe bien, ce sont toutes les météorites que l'on trouve dans les tiroirs des muséums. Donc on en a à peu près 20 000 maintenant dans les tiroirs des muséums à travers le monde. Et parmi ces météorites, il y en a une qui contient au moins plus de 70 de ces briques, de ces perles dont je parlais tout à l'heure. Et parmi ces perles, il y en a un certain nombre qui sont intéressantes puisqu'on retrouve certaines de ces perles dans les protéines des systèmes vivants. Donc dans nos protéines, il y a des perles que l'on retrouve dans ces météorites. Donc c'est une source possible. Lorsque l'on passe du kilogramme, donc le kilogramme c'est bien,
mais lorsque l'on passe du kilogramme au gramme, ça ne passe plus. Ça brûle en arrivant dans l'atmosphère, en traversant l'atmosphère. Ce sont les étoiles filantes. Vous avez vu les étoiles filantes déjà? Oui. Alors, ce sont des météorites qui sont grosses comme un gramme à peu près et qui brûlent. Mais lorsqu'on passe au milligramme, c'est donc de la poussière, ça passe bien. Et des chercheurs, des amis à moi, vont en Antarctique, comme Michel Morel, là, qui est assis, là, qui regarde dans son microscope, qui vont en Antarctique, qui ramassent les micrométéorites en Antarctique et qui les analysent. Et à partir de ces analyses, on peut montrer que la plupart de la matière carbonée qui a pu démarrer la vie sur Terre, la plupart de cette matière carbonée a été apportée par des micrométéorites, donc des météorites qui sont petites comme des grains de poussière. D'accord? Bien. Alors, d'où viennent ces micrométéorites? Il y a une mission américaine qui est partie à la poursuite d'une comète, et la comète s'appelait Wild 2, et cette sonde donc, est partie à la poursuite de la comète. Elle a capturé des grains cométaires et elle les a ramenés sur Terre dans le désert de l'Utah. Et donc, les grains, ce sont des grains de la comète qui ont été capturés dans un gel et qui ont été retournés sur Terre et analysés. Et à partir de ces analyses, ils ont pu démontrer que ces grains cométaires ressemblent beaucoup aux micrométéorites. Donc, les micrométéorites qui ont apporté d'énormes quantités de matière carbonée sur la Terre sont d'origine cométaire. Donc, d'où l'intérêt d'une mission européenne. Alors, vous pourrez dire à vos parents que l'Europe, au moins au niveau du spatial et de la recherche spatiale, toutes les recherches spatiales qui sont faites sont intéressantes, donc l'Europe est intéressante de ce point de vue au moins. Et donc une mission Rosetta est partie à la poursuite d'une comète pour aller se poser sur la comète. Est-ce que vous avez entendu parler de la comète Chury? Non. Alors, c'est une comète, une petite comète, qui fait... Les comètes, il y a un grand réservoir de comètes qui se trouve très loin à l'extrémité du système solaire. Si je reviens en arrière, non, je ne vais pas revenir en arrière. Donc, est-ce que vous connaissez les comètes? Oui. Bien. Donc, une de ces comètes, la comète Chury, a été visitée par une sonde européenne. Alors, comment est-ce qu'on fait pour aller poursuivre une comète? Pour poursuivre une comète, c'est compliqué parce que les comètes, d'habitude, il y a des milliards de comètes qui sont tout au bout du système solaire. Je vous ai montré le système solaire tout à l'heure. Après Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, il y a un grand réservoir de comètes. Et ces comètes tournent tranquillement en rond autour du Soleil. Et de temps en temps, elles se bousculent, elles s'entrechoquent. Et au lieu de tourner en rond autour du Soleil, elles se mettent à passer près du Soleil et près de la Terre. Donc on les voit, c'est les comètes que l'on voit. Et l'idée, c'était d'aller poursuivre la comète qui est tout à fait en haut, ici. Mais la comète, elle va vite, elle file à 50 000 km à l'heure. 50 000 km à l'heure. Et il faut donc... Là, la Terre est là, le Soleil est là, et donc la sonde a fait 7 milliards de kilomètres, elle est passée 3 fois près de la Terre pour avoir une accélération, et 1 fois près de Mars. Alors, pour vous convaincre de l'importance des mathématiques, ce sont des calculs de trajectoire qui sont fantastiques, puisque après 10 ans de voyage, 7 milliards de kilomètres, la sonde a réussi, la petite mission a réussi à poursuivre la comète
à se mettre en orbite autour de la comète et à envoyer un petit atterrisseur sur la comète. Donc vous voyez que c'est extrêmement compliqué, puisqu'il faut faire des calculs pour être sûr que la sonde va être capable, après 10 ans de voyage et 7 milliards de kilomètres, d'aller retrouver la comète, se mettre à tourner autour de la comète et à déposer un petit atterrisseur. Alors l'atterrisseur, c'était un atterrisseur qui faisait 100 kg, qui avait à peu près la taille d'une machine à laver, et donc il fallait l'envoyer sur la comète, à partir de la sonde qui tournait autour de la comète. Donc le point visé était ici, à côté d'une petite dépression qui ressemble à un cœur, et elle a atterri ici, donc tout près de l'endroit choisi. Alors, normalement, elle aurait dû se poser sur 3 pieds. En fait, elle a rebondi 2 fois, et en rebondissant 2 fois, elle a été se mettre dans une crevasse ici, mais dans une mauvaise position qui n'ont pas permis, puisqu'elle s'est posée de travers, elle s'est coincée de travers dans la crevasse, et qui n'a pas permis de faire les études. Mais quand même, on a trouvé que sur cette comète, il y avait de la glycine, donc une perle donc, de ces fameux colliers de protéines. Alors, à partir de l'eau et de la chimie du carbone, qui sont donc les 2 ingrédients nécessaires pour faire de la recette qui permet de créer la vie, les chercheurs, comme moi, ont réussi à identifier des briques. Comme pour comparaison, on a réussi à faire des petits murs, mais on n'a pas réussi à faire des maisons ni des lotissements pour expliquer comment la vie a démarré à partir de ces briques et à partir de l'eau et de ces briques à base de carbone. Alors, vous avez compris que l'on cherche la vie extraterrestre là où il y a à la fois de l'eau et de la chimie du carbone. D'accord? Retenez ceci, nous cherchons la vie où il y a des endroits où il y a à la fois de l'eau et la chimie du carbone. C'est bien noté? Bien. Alors, dans le système solaire, qu'est-ce qu'on a? On a Mars. Souvenez-vous, Mars, ici, qui se trouve là, plus petite que la Terre. Hop, la petite planète ici, à côté de la Terre. Sur Mars, il y a la preuve qu'il y a eu des rivières qui ont coulé, il y a eu des océans et des mers. Donc, il y a des satellites européens, encore une fois, des satellites qui ont pris des photos de rivières. Ça, c'est une ancienne rivière. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus d'eau liquide à la surface de Mars, mais on a des traces, beaucoup de traces de la présence de lits de rivières asséchés. Alors, s'il y avait de l'eau à la surface de Mars, c'est qu'il y avait une atmosphère, un couvercle pour maintenir l'eau. Et donc, s'il y avait un couvercle, il y avait la possibilité de freiner de la poussière des micrométéorites qui sont tombés dans les océans de Mars. Donc, les ingrédients qui ont permis l'apparition de la vie sur Terre existaient sur Mars. Donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup de missions vont rechercher de la vie sur Mars, au moins des traces fossiles. Alors, à la surface de Mars est brûlée par le Soleil, donc il n'y a pas de possibilité de trouver des fossiles d'une vie martienne. Mais, par exemple, un petit robot américain s'est posé en 2004 à côté d'un fond de petite mare, et donc va chercher dans ces cailloux ici, et il a trouvé des petites billes comme ceci,
qui ont été façonnés, fabriqués par de l'eau. Donc ça veut dire qu'il y avait de l'eau à la surface de Mars, donc c'est une bonne indication de la présence de conditions qui ont permis l'apparition de la vie. Alors le petit robot, il est parti, il a fait 5 km, il est arrivé au bord d'un cratère, le cratère Victoria. Et on lui a demandé, est-ce que ce cratère a été rempli par de l'eau? Alors pour savoir s'il a été rempli par de l'eau, il fallait savoir s'il y avait ces petites billes, par exemple, dans la falaise. Alors il est arrivé au bord c'est un cratère d'impact, il est arrivé au bord de la falaise, et il a dit, non, je ne descends pas. Alors il faut 20 minutes, si vous passez un ordre de la Terre pour arriver jusqu'au petit robot, il faut 20 minutes. Donc si vous dites au petit robot, arrête-toi, 20 minutes après, c'est trop tard, il est au fond du trou. Donc le robot, il a plein de protections qui l'empêchent de descendre lorsque c'est dangereux. Et il a dit non, moi je ne descends pas, c'est trop pentu, c'est trop risqué, je vais me casser la figure. Alors moi je lui ai dit, ben, écoute, tu vas aller va chercher plus loin. Donc il a fait un quart de tour de ce cratère, et chaque fois, il a dit non, je ne descends pas, c'est trop dangereux. Bon, écoute, si c'est comme ça, tu vas faire demi-tour, tu reviens au point de départ. Donc il est revenu au point de départ, et au point de départ, il a été capable de descendre un petit peu dans le trou et de prendre une photo de la falaise. Ça, c'est la photo de la falaise. On voit ici la surface. Hein. Et dans la falaise, il a trouvé ces fameuses petites billes. Ça veut dire que tout le cratère, tout le trou était rempli avec de l'eau. Donc c'est une expérience formidable qui montre tout ce qu'on peut faire à partir de la Terre avec un petit robot qui est, lui, totalement ingouvernable depuis la Terre, sauf pour lui dire fais ceci, fais cela, mais qui refuse, lorsque c'est trop dangereux, qui refuse de descendre en tout. Le robot actuellement américain qui est en activité à la surface de Mars, c'est Curiosity. Alors c'est un énorme robot, puisqu'il pèse 900 kg, c'est quasiment le poids d'une petite voiture. Hein. Donc c'est une petite voiture qui a été posée à la surface de Mars, un robot. Alors d'habitude, pour poser un robot à la surface de Mars, il faut d'abord le freiner dans l'atmosphère avec des parachutes. Ensuite, il faut, souvent, c'est des airbags, comme dans les voitures, hein. C'est des ballons qui se gonflent, ils rebondissent plusieurs fois et ils s'arrêtent. Mais là, il est tellement lourd, Curiosity, qu'il a été obligé d'être descendu au bout de câble, donc comme une grue, ce qu'on appelle la grue de l'espace. Et donc, voilà la taille de Curiosity par rapport à 2 ingénieurs américains. C'est un énorme robot qui est à la surface de Mars et qui actuellement fait un joli travail de découverte, et là je passe. Alors les Européens, nous, Européens, nous allons envoyer un robot en 2020, mais pour être sûr que ce petit robot va bien se poser, on a envoyé en 2016 déjà un robot expérimental pour assurer la descente et l'arrivée sur Mars. Alors malheureusement, ce petit robot s'est écrasé parce qu'il y a un instrument qui a mal fonctionné pendant moins d'1 seconde et qui a donné une altitude négative. Donc le petit robot s'est écrasé à la surface de Mars et ça vous prouve que c'est difficile de déposer quelque chose à la surface de Mars. Et on espère qu'en 2020, là je reviendrai en 2020 pour vous dire, donc c'est l'année prochaine, hein, c'est d'ici bientôt, pour vous dire, pour vous annoncer, j'espère la bonne nouvelle d'une arrivée de ce petit robot à la surface de Mars. Alors la mission européenne va avoir une foreuse qui va creuser le sol et qui va aller analyser le sol, puisqu'on sait qu'à la surface, on ne trouvera rien, puisque la surface est brûlée par le soleil. Les Américains vont envoyer une mission en 2020, et alors là c'est intéressant parce que cette mission va remplir un conteneur
avec des échantillons qui seront ramenés 2 ans plus tard sur Terre. Alors ça pose un problème parce qu'il faut être sûr de ne pas ramener des microbes martiens s'ils existent. On ne sait pas, on ne sait jamais sur Terre. Donc les échantillons, une fois ramenés sur Terre, vont être traités dans un laboratoire qui sera construit, isolé au milieu du désert. Et s'il y a le moindre danger, les échantillons seront totalement calcinés, brûlés. Alors, là, ça c'est pour Mars. Donc Mars avait de l'eau, donc Mars avait de possibilités de démarrer la vie. C'est la raison pour laquelle on cherche cette vie extraterrestre sur Mars. Pour l'instant, on n'a pas trouvé encore on est sûr qu'il y avait de l'eau, on n'a pas encore trouvé de briques du vivant à la surface de Mars. La cible suivante, c'est Europe. Europe est une lune de Jupiter. Voilà Jupiter. Et la surface d'Europe est couverte de glace. Mais sous la glace, il y a un océan d'eau salée. Donc là, on a l'eau. Et vous savez qu'on cherche 2 choses. On cherche quoi? On cherche l'eau et puis la chimie du carbone. La chimie du carbone, on n'a pas encore d'indication de la présence de chimie du carbone dans l'océan d'Europe. Donc pour l'instant, il y a des missions qui sont prévues. Pour l'instant, on ne sait pas. Alors, on passe de Jupiter à Saturne. Saturne a beaucoup de satellites, beaucoup de lunes, dont Titan. Alors sur Titan, on a un liquide. Là, la chimie du carbone marche bien. On est sûr que dans l'atmosphère de Titan, il y a beaucoup de chimie du carbone. Mais on ne peut pas avoir d'eau parce qu'il fait très froid. Il fait moins 170 degrés. Donc, c'est beaucoup trop froid pour avoir de l'eau, puisqu'à moins 170 degrés, l'eau, elle est comment? Gelée. Donc, il y a un liquide, mais c'est du méthane liquide. Donc, le méthane liquide, c'est pas bon pour faire la vie. Donc, voilà, par exemple, des lacs, tout ce qui est en noir, ce sont des lacs de méthane liquide. Mais le méthane liquide, on ne peut pas espérer trouver de la vie dans du méthane liquide. Alors, c'est tout ce qu'on a dans le système solaire. Donc, on quitte le système solaire et on va sortir du système solaire. D'accord? Alors, en dehors du système solaire, on a des bonnes nouvelles. Les radioastronomes, ce sont des astronomes qui étudient l'espace très lointain et comme ceux avec des radiotélescopes comme celui de Nancy. Quelqu'un est allé à Nancy déjà? Non, pas encore. Nancy, c'est un village, petite ville qui se trouve près de Bourges. Vous connaissez Bourges au moins de nom. Donc, si vous devez convaincre vos parents d'aller quelque part, c'est pour aller à Nancy. C'est pas très très loin. Il y a même une autoroute qui va de Tours à maintenant vers Bourges, et donc c'est assez facile. Et les radioastronomes ont découvert que la chimie du carbone est universelle. Elle se déroule partout dans l'univers. Donc il n'y a plus qu'à trouver maintenant quoi? De l'eau. Et pour trouver de l'eau, il faut trouver une planète qui soit ni trop grosse, ni trop petite, qui soit ni trop près, ni trop loin du Soleil ou de l'étoile. Donc très bien. Donc c'est ce que font les astronomes. Alors actuellement, on est, je ne l'ai pas mis à jour, mais on est à peu près, les astronomes ont découvert plus de 3900 planètes, pas comme la Terre, mais des planètes qui tournent autour d'étoiles, dans l'univers. Et comment est-ce qu'ils arrivent à découvrir ces planètes? Lorsque vous avez une planète qui tourne autour d'une étoile, vous savez que les planètes tournent autour des étoiles. Vous savez que la Terre tourne autour du Soleil. Ça, vous le savez. Donc les planètes extrasolaires, c'est qu'ils sont plus loin, qui sont en dehors du système solaire, elles tournent autour d'étoiles. Alors en tournant autour d'étoiles, il faut bouger un peu l'étoile. Quand l'étoile s'écarte de l'observateur, la lumière est un peu plus rouge. Quand la planète revient par là, donc l'étoile revient vers l'observateur, la lumière redevient un peu plus bleue. Donc le changement de couleur de l'étoile qui passe du rouge au bleu, elle dit
que l'étoile a une planète. Mais ce ne sont que les grosses planètes qui font déplacer l'étoile. D'accord? Parce que les petites planètes ne peuvent pas faire déplacer l'étoile. Alors, et les grosses planètes ne sont pas bonnes parce qu'elles sont gazeuses. Oui, mais c'est bien, vous suivez. Donc, mais la plupart de ces planètes sont grosses. Et il y a une autre méthode. On regarde la petite éclipse qui se produit lorsque la planète passe devant l'étoile. Lorsque vous avez peut-être entendu parler qu'il y a des éclipses de temps en temps, et lorsque la planète passe devant l'étoile, il y a une petite éclipse, la lumière baisse un petit peu, mais les astronomes, il faut que la planète passe souvent devant l'étoile pour qu'on la voie, parce que si elle passe qu'une fois par an devant l'étoile, comme la Terre devant le Soleil, par exemple, pour quelqu'un qui observerait la Terre, les astronomes ne sont pas très patients. Donc, ils voient les planètes qui passent souvent devant l'étoile. Alors, si elle passe souvent de l'étoile, c'est qu'elle est proche de l'étoile. Si elle est proche de l'étoile, elle peut être trop chaude. Et donc, mais la bonne nouvelle, c'est que la plupart des étoiles de notre galaxie, la Voie lactée, sont moins chaudes que le Soleil. Donc, on peut s'approcher beaucoup plus près de l'étoile sans avoir trop chaud. Et actuellement, on a à peu près 55 planètes qui seraient à la bonne distance, qui seraient à la bonne taille, donc pas trop grosses, pas trop petites, et qui seraient pas trop loin et pas trop près de l'étoile. Donc, parmi ces 55 planètes, on ne sait pas encore si ces planètes sont considérées comme habitables, parce qu'à la bonne taille et à la bonne distance de l'étoile, mais on ne sait pas encore si elles sont habitées. Alors pour savoir si elles sont habitées, ça c'est le grand problème. Si on va chercher essentiellement s'il y a dans l'atmosphère de ces planètes, si dans l'atmosphère de ces planètes, il y a de l'oxygène. Tout l'oxygène que nous respirons, tout cet oxygène provient de la vie terrestre. Donc, si dans l'atmosphère de ces planètes, il y a de l'oxygène, ça veut dire qu'il y a probablement de la vie sur ces planètes. Pour l'instant, nous n'avons pas encore réussi à démontrer qu'il y avait de l'oxygène dans l'atmosphère de ces planètes. Mais c'est la recherche continue et on a bon espoir de trouver des planètes avec de l'oxygène. Donc, pour l'instant, tous les espoirs sont permis. Et ma conclusion sera de vous dire, faites des sciences. J'espère que vous avez tous envie de faire des sciences. Oui? Non? Ça ne fait rien. Chacun est libre, hein. Mais je vous encourage à faire des sciences pour comprendre le monde qui nous entoure, quand vous faites un devoir de mathématiques, vous êtes heureux de trouver la solution. Quand vous avez trouvé la solution, c'est le « Ah, je suis content, j'ai compris, j'ai trouvé la solution ». Quand on fait des sciences, ça permet de comprendre ce qui nous entoure. Mais aussi de pouvoir l'expliquer. Le plaisir d'expliquer aux autres ce qu'on a compris, de satisfaire sa curiosité. C'est parce que les humains sont très curieux qu'on a réussi à construire une société, une culture, de la musique, etc. Donc, développer l'esprit critique aussi. Parce que je cite Albert Einstein, rare est le nombre de ceux qui regardent avec leurs propres yeux. Donc, il est important que vous regardiez avec vos propres yeux, que vous fassiez, vous, une idée personnelle de ce que vous entendez, parce que quelquefois, on entend des choses absolument ahurissantes, et il est important, essentiel de développer son esprit critique, de réfléchir à ce qu'on entend et se dire ça c'est vrai, ça c'est sûrement faux, donc ça c'est important. Donc en faisant des sciences, ça vous donne l'occasion
justement de développer votre esprit critique. Donc, je vous répète, faites des sciences et vous serez heureux.